Chers amis, bonsoir. J'ai le plaisir d'accueillir Taline Termination, qui va nous présenter un livre qu'elle vient de publier sur Mikhail Gorbatchev. Nous aurons donc l'occasion de parler de la fin de l'Union soviétique et de ce qui s'est passé après. Madame, merci d'être avec nous. Vous avez la parole. Je vous remercie pour cette invitation. Donc, à parler de cet ouvrage qui, de manière assez opportune, mais non calculée, est sorti quelques mois avant la mort de Gorbatchev, qui, comme vous le savez, s'est produite le 30 août dernier. Et donc, c'est d'autant plus... je suis d'autant plus honorée de cette invitation à parler de ce personnage qui m'a occupée dans le cadre de ce petit livre. Je ne suis pas là pour faire une auto-publicité. Ça n'est pas une grande biographie de Gorbatchev. Il en existe des dizaines et des dizaines, et voire même des centaines dans toutes les langues. Et celle-ci vient s'ajouter à la liste, mais elle a juste le mérite d'être dans un format plus accessible. Et c'est peut-être d'ailleurs l'occasion de dire aussi comment se fait-il que j'ai été amenée à écrire un tel livre. En fait, c'est parmi toute ma production bibliographique, c'est le seul livre qui soit en fait une commande qui a été passée par un éditeur de disques. Et donc la première version de ce livre est une édition sonore, est un cours en fait que j'ai fait seul et sans public pendant plusieurs heures. Il en a sorti 4 CD, et l'accord avec l'éditeur sonore, et passé entre l'éditeur sonore et le PUF, aboutissait donc à une version écrite qui ne m'a pas satisfaite la première fois que je l'ai lu. C'était pas censé être quelque chose que je devais je ne devais pas participer à cette production, mais finalement ça m'a permis de reprendre entièrement la matière et de la réaménager d'une manière différente. Et notamment de rajouter dans le livre tout un tas de choses que je n'avais pas eu le temps de raconter dans le cadre de cet assez long cours, parce que je crois que ça dure 4 ou 8 heures de CD. Donc tout ça pour dire aussi que je ne vais pas vous infliger ça ce soir, et qu'il n'est pas question pour moi, surtout au terme d'une journée qui est déjà longue et où j'ai parlé pendant toute la journée, de vous faire un cours sur Gorbatchev. Ça n'est pas le lieu. Je voudrais simplement essayer de vous intéresser un peu davantage à ce personnage et essayer de vous dire les biais par lesquels je suis rentrée dans dans la vie de cet homme. J'avais aussi une autre difficulté, pour tout vous avouer, pour arriver devant vous ce soir, c'est-à-dire que je ne sais pas très bien, comme je le disais à M. Renouvin, à quel public je m'adresse, mais en discutant avec lui, j'ai trouvé tout naturellement un angle d'attaque, mais en se référant à votre propre généalogie et au fait que M. Renouvin est le neveu du célèbre historien Pierre Renouvin, donc grand représentant de l'histoire française des relations internationales, dite classique, mais néanmoins qui a été quelqu'un de très important dans le domaine de la compréhension des relations internationales, justement des causes de la Grande Guerre, de tout ce qui a donné naissance de façon si tragique au XXe siècle. Et donc là, je vois une relation, bien sûr, parce que d'une certaine manière, Gorbatchev, lui, à l'autre bout, on peut dire, clôt le XXe siècle. Donc ça, c'est la première raison. La seconde, c'est que Pierre Renouvin a légué, vous venez de me dire qu'il n'avait pas de si bonne relation avec Jean-Baptiste Durosel, mais enfin, a légué des collections d'ouvrages sur lesquels moi j'ai travaillé quand j'étais étudiante en histoire à la Sorbonne, donc l'histoire des relations internationales, donc écrite par Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Durosel. Et donc ça m'amène à, si vous voulez, à toute la dimension de théorie des relations internationales que Durosel a pu tirer
de ces vastes périodes qu'ils ont traitées, je ne sais pas si c'était ensemble, enfin en tout cas d'un point de vue éditorial ensemble en ce qui concerne l'histoire du 19e et du 21e siècle. Il se trouve que Jean-Baptiste Durosel avait essayé de théoriser l'histoire des relations internationales, et dans un ouvrage d'ailleurs assez obscur qui n'est pas de l'histoire classique mais une histoire plutôt conceptuelle qui s'appelle Tout empire périra. Et dans ce Tout empire périra, dont le titre, peut-être vous commencez à voir le rapport avec Gorbatchev, dont le titre est très évocateur, mais comme d'habitude, d'ailleurs, il ne traite pas exactement de la question des empires qui vont mourir. C'est plutôt une tentative de théorie des relations internationales. Et donc ça a bien sûr un lien avec le personnage de Gorbatchev, parce que le pitch, l'accroche que souhaitait l'éditeur, en tout cas l'éditeur sonore qui m'avait commandé cette biographie, moi au départ je n'avais pas d'inclination particulière à écrire la vie de Mikhail Sergueïevitch Gorbatchev, c'était justement l'homme qui a changé le monde, sous-entendu l'homme qui a fait tomber l'Union soviétique, et donc qui par là même a bouleversé la géopolitique de la planète, puisqu'il a mis fin à la guerre froide, puisque est sorti de la fin de cette guerre froide un monde désormais unipolaire qui a duré au moins une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, enfin jusqu'à ce que justement la Russie de Vladimir Poutine commence à vouloir restaurer la voix de la Russie sur l'arène internationale. Donc tout ça a à voir avec les relations internationales, les empires qui s'effondrent, et en l'occurrence donc l'Union soviétique assimilée à un empire qui s'effondre en 1991 et qui cet événement qui est donc étroitement associé à cet homme, Gorbatchev, qui, contrairement à ce qu'on pense en Occident, n'a jamais souhaité, bien sûr, la fin de l'Union soviétique et a toujours agi, à partir du moment où il est arrivé au pouvoir en 1985, au contraire, pour tenter de réformer l'Union soviétique afin de la faire perdurer, c'est-à-dire en fait comme toutes les tentatives de réforme de ce système depuis l'époque post-stalinienne, depuis l'époque de Khrouchtchev jusqu'à lui, c'est-à-dire à chaque tentative de réforme ont été faites pour revenir à la soi-disant pureté léniniste des origines du régime soviétique, et en tout cas ces réformes n'étaient évidemment pas faites pour détruire le système soviétique. Ça, Gorbatchev l'a dit et répété jusqu'à la fin, et pourtant en Occident au contraire on l'a crédité enfin peut-être pas de la volonté d'avoir détruit le système, mais en tout cas on l'a crédité d'avoir introduit les réformes qui finalement ont conduit à la chute de ce système. Et donc il y a des tensions fantastiques qui, je dirais des tensions historiographiques, mais plus que des tensions historiographiques, c'est surtout des tensions géopolitiques finalement qui traversent ce personnage selon la géographie dans laquelle nous nous plaçons. Donc la première de ces tensions, eh bien, on en a un peu parlé le 30 août au moment de sa disparition, c'est le fait que en Occident, et d'ailleurs vous voyez l'éditeur le présente ainsi, Gorbatchev est présenté comme un personnage sympathique qu'il était d'ailleurs en effet, souriant, inaugurant absolument un nouveau style complètement inédit, il faut le dire, dans la direction de l'Union soviétique, et donnant naissance à presque une sorte d'engouement qu'on a appelé la Gorbimania. Dans les années, ceux qui étaient nés donc dans les années 80-90 s'en souviennent peut-être, donc de cet engouement très extraordinaire de l'Occident et de l'Amérique pour Gorbatchev, et cet engouement est resté. Donc l'image positive de Gorbatchev est restée comme un legs, et dans le contexte des événements
tragique qui se déroule actuellement en Ukraine, dans ce contexte quand même de russophobie absolument généralisée en Occident, Gorbatchev, les commentaires par exemple au moment de sa mort, c'est vraiment le fait que Gorbatchev représente la Russie qu'on aime. La Russie qu'on aime, qui est on, c'est l'Occident. Donc Gorbatchev représentait la Russie qu'on aimait du point de vue occidental, tandis que bien entendu, et par antinomie avec la Russie de Poutine, qui est justement la Russie qu'on n'aime pas. Et donc, voilà, il y a des tensions absolument fantastiques et donc des contrastes de perception du monde et de la Russie et qui entrent dans ce personnage. Et je crois que vraiment, il faut commencer par ça, c'est-à-dire un personnage adulé en Occident et véritablement haï en Russie, et même dans les États post-soviétiques, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire y compris des États qui ont obtenu leur indépendance en 1991, la suite d'un processus complexe, mais dont on pourrait penser qu'ils verraient cette période comme une période positive. On pourrait imaginer des récits du genre Gorbatchev aurait libéré les peuples, etc. Mais ça n'est absolument pas ça dans la réalité. Le personnage a laissé une image vraiment plutôt négative en Russie et dans les autres États post-soviétiques. Donc c'est ce que je voulais essayer de faire passer dans mon livre, qui est un petit livre qui est assez court pour les raisons que je vous ai expliquées, mais je voulais à la fois introduire cette nuance qui est importante, donc la mettre à la portée du public français, tout en ne noircissant pas non plus outre mesure le personnage, c'est-à-dire montrer que ce personnage historique est un personnage qui est confronté à un processus inéluctable, semble-t-il inéluctable, qu'il n'est pas capable de comprendre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le cours de l'histoire lui échappe totalement, et donc il se retrouve dans une situation, j'ai appris le mot il n'y a pas très longtemps, il y a 3 jours exactement, il se retrouve dans une situation de l'hétérotélie. C'est-à-dire, alors l'hétérotélie, c'est lorsque on parvient à un but. En fait, ça ne devrait pas être hétérotélie, c'est hétérotélie. Enfin, c'est sur le mot téléos, la fin. Donc, c'est-à-dire qu'on parvient à une fin différente de celle qu'on avait poursuivie. Et donc, effectivement, évidemment, Gorbatchev n'est pas le seul cas d'hétérotélie. On pourrait d'ailleurs faire une relation aussi avec les tentatives de réforme sous l'Ancien Régime qui aboutissent justement à l'inverse du sauvetage de la royauté, puisque ça débouche sur une révolution, si on fait le parallèle avec une période qui vous importe peut-être plus. Voilà, donc j'ai voulu faire ce parallèle d'ailleurs aux journées de Blois, et j'ai d'ailleurs associé Gorbatchev à Marie-Antoinette, si ça peut inspirer le public de l'assistance ce soir. Donc des situations, mais qui sont fréquentes en histoire et en sociologie, où on aboutit à l'inverse de ce qu'on recherchait. Donc Gorbatchev cherchait la réforme du système soviétique et en lançant ce train de réforme qui est la perestroïka et la glasnost à partir de 85-86, il aboutit à l'inverse, levant la chape de plomb sur le système, il aboutit
il aboutit à la destruction du système soviétique. Donc c'est un cas de figure historique, et il n'est évidemment pas le seul, mais ce cas d'hétérotélie est particulièrement retentissant parce que l'Union soviétique était le plus grand État du monde installé sur l'ensemble du continent eurasiatique, dans un monde bipolaire marqué par la guerre froide, et cet effondrement, effectivement, va changer alors, plus ou moins durablement, la face du monde. J'avoue qu'en même temps, quand on voit la situation d'aujourd'hui, qui n'est même plus celle d'une guerre froide, mais véritablement d'un retour à l'affrontement entre les blocs, on se dit simplement que ce qui s'est passé entre 91 et aujourd'hui était une simple parenthèse d'une trentaine d'années. Donc, Gorbatchev, c'est ça, c'est la Russie qu'on aimait du point de vue occidental. Alors bien sûr, là, entre le fin du mois d'août et le début du mois de septembre, il y a eu pas mal de choses qui ont circulé sur les réseaux sociaux, dont notamment, peut-être vous l'avez vu, une publicité qui était très célèbre à l'époque pour la chaîne américaine de pizza, Pizza Hut, qui était quelque chose d'absolument mirifique, justement, une chaîne de pizza américaine qui était rentrée les premières sur le marché russe, je ne sais plus à quelle date, à la fin des années 90, ou à la fin des années 80, excusez-moi, au début des années 90, j'en sais plus rien. Enfin, quelque chose qui exerçait sur les Russes une attraction absolument fantastique. Et donc, cette publicité, que vous pouvez trouver sur le net, donc présente Gorbatchev sous un jour extrêmement sympathique, et donc le restaurant se trouve donne sur la place rouge, et donc une discussion d'une famille russe à propos justement de l'héritage de Gorbatchev. Donc s'il n'avait pas été là, eh bien nous vivrions de façon décente, les salaires, la baisse des salaires, tous les problèmes que nous expérimentons n'existerait pas. Et puis de l'autre côté, un autre membre de la famille, je crois que c'est la grand-mère, dit oui, mais s'il n'était pas là, si Gorbatchev n'était pas là, alors il se trouve dîner dans le même restaurant, dans cette publicité, eh bien, nous n'aurions pas Pizza Hut. Nous ne serions pas là pour manger Pizza Hut. Bon, donc il y a quelque chose d'un peu tragique, d'un peu désagréable justement dans cette publicité, parce qu'on voit quelque part comment le mode de vie américain a pu essayer justement de dévoyer la Russie. En tout cas, il me semble que justement c'est une interprétation qu'en fait le pouvoir russe actuel, et singulièrement Poutine aujourd'hui, encore il y a quelques jours, lors du discours qu'il a fait à l'occasion de l'annexion des 4 régions occupées en Ukraine. Donc je ferme la parenthèse. Il y a bien aussi une tension entre l'époque de Gorbatchev 91 et la Russie d'aujourd'hui. C'est une évidence, c'est-à-dire que la Russie poutinienne, au moins dans son positionnement international, est une recherche de puissance et de réparation de cette plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, qui a été l'effondrement de l'Union soviétique. Cette expression de plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, vous le savez, c'est justement Vladimir Poutine, donc qui le dit. Et donc, bien entendu, là aussi, avec la mort de Gorbatchev, il y a une séquence qui s'est formée, c'est-à-dire de 91 jusqu'à aujourd'hui, il y a un fil qui court. On sait que Gorbatchev n'aimait pas beaucoup Poutine et Poutine n'aimait pas beaucoup Gorbatchev. Bon, mais tout de même, justement, dans les dernières années, dans les derniers mois de sa vie, il a pris quand même un certain nombre de positions
enfin, Gorbatchev a pris des positions plus nuancées concernant la position de la Russie sur la scène internationale. Donc, c'est un personnage sympathique, sans nul doute, à l'image justement de cette photo. C'est un personnage riche, intéressant. Alors, pourquoi il est intéressant ? Parce que pour un historien ou une historienne, il est intéressant parce qu'il est à la fois typique et exceptionnel. Alors typique parce que c'est un homme soviétique, c'est tellement un homme soviétique d'ailleurs que c'est un homo soviéticus, très bon connaisseur du système dans lequel il est né, et pour cela d'ailleurs écrire sa biographie est relativement facile, au moins dans la première partie de sa vie, puisque toute la première partie de sa vie s'inscrit absolument parfaitement dans toutes les grandes phases de l'histoire soviétique. Donc il est né en 1932, le début des années 30, c'est Staline et la collectivisation agraire. Il vit dans un petit village qui s'appelle Pribolnoye, qui est dans le kraï de Stavropol. Donc au moment de la collectivisation agraire, il a une partie de ses ascendants, ses ascendants sont, disons, russo-ukrainiennes. Et donc les premières années de son enfance, enfin toute son histoire familiale est marquée par cela, par la collectivisation, par ensuite la guerre, l'arrivée des Allemands, la collaboration, puis bref, bon, toutes sortes d'épisodes historiques que je ne vais pas retracer, mais lui, il a réussi à faire son parcours de cette manière-là. Donc dans cette partie agricole de la Russie méridionale, qui donne des rendements fantastiques du point de vue des céréales, enfin même dans le cadre de l'agriculture collectiviste des soviétiques, et justement il connaît très bien ce monde-là, le monde rural, le monde de l'agriculture, le monde communiste évidemment, du kolkhoz, tout ce qui relève de la politique locale, du village ou à l'échelon régional. Et c'est ça sa formation, donc il va ensuite poursuivre à Moscou en faisant des études de droit, mais surtout, il est un connaisseur de l'intérieur de la société soviétique. En revanche, il est complètement ignorant des questions internationales. Et donc, c'est cette ignorance des questions internationales qui, je pense, a été son drame. Enfin, des questions internationales et même nationales, parce qu'en fait, cette partie du kraï de Stavropol où il vit n'est pas très loin du Caucase, et on est un peu étonné que Gorbatchev n'ait pas pris là aussi toute la mesure de ce qu'était le problème des nationalités, des tensions nationales qui traversaient le système soviétique déjà depuis les années 60, 70 et 80. Donc voilà un contraste, si vous voulez, dans la formation du personnage. Bon connaisseur du système soviétique de l'intérieur, ignorant des questions de géopolitique et de relations internationales. Et là, vraiment, on peut à l'aune d'aujourd'hui, voir tous les paris manqués de Gorbatchev, puisqu'il a été quand même singulièrement naïf sur le plan géopolitique. On a bien sûr cette annonce là qui est faite à la tribune de l'ONU lors de l'Assemblée générale du 7 décembre 1988, dans lequel il annonce le désarmement et une sorte de sortie unilatérale du monde bipolaire, et donc de la guerre froide, et donc de l'abandon de la confrontation avec le bloc occidental. Et il le fait sans aucune contrepartie et sans même une quelconque garantie.
sans demander de garantie. C'est justement ce que Poutine lui a reproché à beaucoup de reprises, en disant que même si ce qui était signé n'était pas fait pour être respecté, au moins il aurait quand même fallu mettre un accord sur le papier. Donc en fait tout ça a été perçu et analysé, et ça commence dès 1988. Donc analysé en fait par les Russes comme une catastrophe absolue. La preuve d'une naïveté. Alors, était-il naïf? Ça, je ne sais pas très bien, mais en fait, de naïveté d'avoir cru à la sincérité de l'Occident et de ne pas avoir de demander de garantie justement au fait que c'était la fin de la guerre froide, que l'Allemagne était réunifiée, mais comment laisser dans le même temps, l'Allemagne se réarmer. Quelque part d'ailleurs, ne pas avoir par exemple demandé la neutralisation de l'Allemagne, voilà des choses qui peut-être sont aussi dans l'arrière-fond historique de Poutine, justement, lorsque il a en tête de faire en sorte que l'Ukraine soit neutralisée et qu'il constate, à tort, à raison, c'est pas le lieu de cette conférence, que l'Ukraine est quand même massivement investie par l'OTAN. Bon, bref. Donc tout ça, ça sort en fait de... je pense que beaucoup de choses, en tout cas dans la psychologie de Poutine aujourd'hui, enfin, je suis vraiment bien mal placé pour en parler, parce que personne ne parvient à savoir ce qu'il a en tête, mais justement, Hélène Carrère-Dancos, qui a été mon professeur à Sciences Po, et que l'on crédite à tort ou à raison d'avoir prédit la fin de l'Union soviétique. Moi, je crois que c'est pas tout à fait... elle n'a pas tout à fait prédit, mais peu importe. Elle a quand même dit quelque chose d'intéressant hier soir sur les plateaux de BFM TV, où il se dit pas toujours des choses très intéressantes, mais justement, elle a relevé le niveau pour une fois. C'est qu'elle a dit... elle a dit, vous savez, Poutine connaît très bien l'histoire. Et c'est vrai, je crois que c'est vrai, c'est-à-dire qu'il connaît très bien l'histoire des relations internationales. Bon, il connaissait évidemment l'Allemagne, puisqu'on sait bien qu'il a été en poste pour le KGB en Allemagne. Bref, il a gardé toutes sortes de souvenirs. Il a tiré des leçons d'un certain nombre de choses, et elle a rappelé justement ces différents éléments, aussi bien la Seconde Guerre mondiale que justement cette affaire à propos de l'Allemagne au moment de la réunification. Or, évidemment, tout cela est le début donc de ce grand malentendu entre l'Est et l'Ouest. Il y a eu sans doute une promesse orale qui a été faite à Gorbatchev, mais cette promesse orale n'est pas tenue, et dès 1990-1991, il devient clair que l'Allemagne réunifiée appartiendra à l'OTAN. Donc finalement, à la sphère de l'OTAN. Donc finalement, tous les grands slogans généreux de Gorbatchev qui avaient justifié la Gorbimania, tout ce qui était les grands slogans, on les a un peu oubliés aujourd'hui, la maison commune européenne, etc., etc. Bon, tous ces slogans extrêmement généreux finalement sont restés des vœux pieux. Et Gorbatchev n'a pas compris que ce qui s'était joué entre 1989 et 1991, c'était que tout simplement l'Amérique avait gagné la guerre froide, et que en quelque sorte il y avait en fait bien un vainqueur et un vaincu, et que c'était lui le vaincu. Bon, ça, je pense qu'il a mis un peu de temps à le comprendre. Alors l'Amérique avait gagné la guerre froide. On évoquait mon prochain livre sur le grand jeu, oui, puisque au moins pour les questions de géopolitique et d'Asie centrale, par le biais de la guerre d'Afghanistan, par le soutien aux Moudjahidines, etc. Enfin bon, on sait bien qu'il y avait quand même une sorte de dessein des Américains qui allait au-delà du simple problème afghan, et donc un dessein, oui, contre le régime soviétique, et bref. Donc tout ceci donc
doit être présent à l'esprit quand on aborde la biographie de Gorbatchev. Et donc, encore une fois, cette espèce de trou noir pour lui, de cauchemar finalement, qu'ont été pour lui les relations internationales. D'où le côté quand même très tragique de cette affaire de la pizza américaine là, que je mentionnais tout à l'heure, parce que par ailleurs, le personnage Gorbatchev est un personnage intéressant et honnête, je pense, en tout cas dans une grande partie de ses objectifs, contrairement d'ailleurs à ce qu'on dit ici et là, justement, dans les États post-soviétiques ou en Russie. Bon, je ne pense pas que ce soit qu'il mérite les jugements si négatifs que ça, mais c'est quelqu'un qui a été dépassé par l'histoire. Et donc, c'est un peu aussi la difficulté de ce livre. C'est-à-dire toute la première partie, que je ne vais pas raconter maintenant, mais toute la première partie concerne l'enfance et la jeunesse de Gorbatchev, donc tout ce qui relève de l'histoire purement soviétique, le moment où sa vie épouse toutes les phases de l'époque soviétique. Ça, c'était relativement facile à écrire pour moi. En revanche, la seconde partie, puisqu'on parle de biographie, c'est-à-dire tout ce qui relève la perestroïka et l'ère Gorbatchev, encore ça va, mais alors à partir de la fin des années 80 et l'éclatement de 1991, là, ça devient vraiment de plus en plus difficile de tirer le fil de la biographie, parce qu'il y a quand même un moment où les événements que vous décrivez sont d'une telle complexité que la biographie, enfin la psychologie du personnage ou l'angle d'attaque biographique finit complètement par vous échapper. Donc j'avoue que cette partie-là a été extrêmement complexe à écrire. De toute façon, d'ailleurs, les événements de 1991 sont une séquence très complexe à éclairer. Donc là, ça a été moins facile, peut-être moins commode à écrire. Alors, cette biographie, elle essaye d'aller à travers toutes les phases de l'histoire de Gorbatchev, donc de l'enfance jusqu'au Komsomol, jusqu'au jeune cadre des Komsomol. Donc les Komsomol sont les jeunesses communistes dont il était justement responsable. Il rentre dans la carrière politique par ce biais, puis ensuite va embrasser une carrière de droit et va commencer des études de droit à Moscou, et puis finalement gravir les différents échelons du cursus honorum du parti. Bon, je ne veux pas raconter dans les détails tout cela. Qu'est-ce que j'apporte de plus par rapport aux autres biographies de Gorbatchev, c'est d'avoir tout simplement dans un format court et léger, essayer d'apporter des sources qui me paraissaient intéressantes. Mais des sources, lesquelles ? Parce que pour un livre comme ça, surtout à partir d'un livre, je n'allais pas aller à Moscou faire des recherches en archives, sans quoi d'ailleurs le livre aurait été considérablement plus volumineux, et ça m'aurait pris évidemment beaucoup de temps. Donc je n'ai pas utilisé de sources d'archives nouvelles, j'ai utilisé essentiellement des livres qui étaient déjà écrits, sauf que j'ai quand même été en relation avec la Fondation Gorbatchev, fondation qui est assise à Moscou et qui d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, à des archives. Donc, pour un autre livre, j'aurais pu me rendre là-bas et utiliser leurs archives. Bon, en tout cas, ils ont fourni des photos très, très aimablement. Et puis, comme documents qui m'ont beaucoup intéressé, mais vraiment beaucoup intéressé, j'ai essayé et dont je n'en ai pas parlé dans le disque, mais c'est bien dans le livre, j'ai fait apparaître sous forme d'encadré, j'ai pu mettre donc des textes qui apportent des éclairages. Et notamment, je me suis servi du témoignage d'Anatoly Tchernaïev. Donc Tchernaïev était
le principal conseiller en politique étrangère de Gorbatchev de 1986 jusqu'à la fin de l'Union soviétique. Et donc c'était un proche collaborateur de Gorbatchev et spécialiste des questions internationales. Donc c'est évidemment très intéressant. Il se trouve que ce Tchernaïev a écrit des journaux intimes, des carnets où il tenait verbatim tout ce qui se passait, et en particulier toute la nature de ses entretiens avec Gorbatchev. Et là, ça, j'ai trouvé que c'était une source fantastique pour justement essayer de combler mon problème, c'est-à-dire que devient l'homme biographé dans la tourmente des événements qui s'emballent de plus en plus, et notamment au moment du putsch d'août 1991. Et donc voilà, et Tchernaïev donc raconte dans ses carnets qu'il a ensuite confié, non pas qu'il n'a pas laissé en Russie, mais qu'il a confié à l'université de George Washington, donc aux États-Unis. Il a donc légué ses carnets. Il est mort en 2017, et ensuite ces carnets ont été traduits et publiés en ligne en anglais. Donc vous pouvez tout à fait les consulter. Enfin, pas la totalité des carnets, mais une partie d'entre elles. Et donc, bon, par exemple, moi, j'ai voulu utiliser les carnets de Tchernaïev pour en donner quelques extraits pour montrer l'ambiance au moment du putsch d'août 1991, ce moment précis où Gorbatchev et sa famille sont retirés en Crimée, justement, cette fameuse Crimée dont on parle tant aujourd'hui, donc sont retirés dans une datcha luxueuse, une très belle datcha, c'est la datcha Zaria, donc elle se trouve à Foros, en Crimée. Et donc c'est au bord de la mer Noire, c'est le mois d'août, c'est les vacances. Voilà, donc ils sont en vacances, et Tchernaïev est là avec d'autres personnages. Et c'est à ce moment-là que se produit le putsch, et Gorbatchev et sa famille se retrouvent pris dans la nasse, en résidence surveillée, enfin au moment du putsch. Ça dure 3 jours comme ça. Donc j'ai trouvé que c'était absolument génial. Le témoignage de Tchernaïev qui est là et qui raconte comment ces vacances au bord de la mer Noire, donc ces vacances idylliques, tournent non pas au cauchemar, mais à la tragicomédie. D'ailleurs, c'est une tragicomédie typiquement russe. Moi, ça me faisait penser à la réaction des personnages, telle que ça apparaît dans Tchernaïev. On se croirait vraiment dans la Cerizay ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'ordre de... c'est une pièce de théâtre, en fait, qui se déroule, mais sauf que c'est vrai. Donc, tout ça, vous le trouvez dans le livre. Donc Tchernaïev raconte ce qui se passe. Tout à coup, à la télévision, il n'y a plus que des programmes de musique. Alors ça sent de musique classique. Il n'y a plus que le Lac des Cygnes qui tourne en boucle sur la chaîne Mayak. Et dans des symphonies et le Lac des Cygnes. Et donc, au point d'ailleurs, il le dit que ce Lac des Cygnes sera toujours associé après, à ce putsch. Bon, je ne vais pas vous lire ce texte, il est dans le livre. C'est absolument, là pour le coup, on trouve la psychologie du personnage, de la famille de Gorbatchev, qui ne comprend pas comment des généraux qui étaient pourtant amis, tout à coup ne lui parlent plus, puis il n'y a plus d'électricité, puis tout à coup le téléphone est coupé, puis les voies de communication se coupent, puis la secrétaire qui devait aller se baigner revient en disant je ne sais pas quoi, puis la fille Gorbatchev éclate de rire. Vous voyez, c'est vraiment... éclate de rire et ne comprend pas. Raïssa est là et elle aussi s'étonne de ça. C'est véritablement une pièce de théâtre. D'ailleurs, je ne comprends pas, mais réellement, je ne comprends pas pourquoi aucun metteur en scène ne s'est emparé de ces carnets de Tchernaïev pour faire quelque chose avec, parce que tout est là, il y a absolument tout. Et comme il est très talentueux et il prend vraiment verbatim dans ses carnets tout ce qui se dit. Donc il y a les répliques, elles sont faites, il y a absolument rien à rajouter. Et c'est très visuel, donc en fait on s'imagine très bien
on s'imagine très bien la chose. Alors, donc voilà pour certaines sources. Donc finalement, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas forcément besoin de sources d'archives. Bon, j'ai écrit suffisamment de choses avec des archives, mais bon, on n'en a pas forcément besoin. Il y a on sait beaucoup de choses sur Gorbatchev, bon, il y a beaucoup de livres journalistiques qui même ont été écrits à l'époque et qui pouvaient constituer des sources historiques. Bref, et puis en plus de ça, je me suis aussi servi il y a eu quelques années une très bonne exposition qu'avait montée Jean-Robert Raviot justement avec plusieurs de ses collègues de la BDC, Carole Ajam, Annette Mello, etc. Une très bonne exposition consacrée justement à l'URSS avec ce très beau titre URSS fin de partie. Partie IE ou I, et donc là aussi c'est pour le côté là c'est pas tchécovien la fin de partie, mais bon, enfin on reste dans le théâtre en tout cas, et donc cette expo aussi m'a beaucoup inspiré, et je vous cache pas non plus certaines parties du texte et du texte du catalogue. Donc en fait c'est un livre que j'ai finalement après quelques difficultés initiales, pris beaucoup de plaisir à lire, parce que, à écrire, non, à le lire, je ne le lis pas, mais à écrire, parce que, ayant peu de choses sur ma table, je devais faire appel enfin, je devais faire appel non pas à des sources, mais à ce que je savais sur l'époque. Or, il se trouve que contrairement à certaines personnes ici, j'étais bien née à cette époque, et même déjà depuis un certain temps, et donc je pouvais non seulement me débarrasser des sources d'archives, mais revenir en fait sur ce que moi je savais et sur cette époque que j'avais vécue. Alors à différents titres, ça va peut-être vous intéresser. D'abord parce qu'en 1989, j'étais dans un séminaire à Sciences Po qui s'appelait le séminaire des études... non, pas le séminaire du cycle d'études soviétiques de Sciences Po, que dirigeait Hélène Carrère-Dancos. Donc j'ai revu dans le même tailleur Rose Fouchia hier soir avec beaucoup de plaisir sur le plateau de télévision. Mais je veux dire, si je parle de ça, c'est quand même que rétrospectivement, je me suis rendu compte, ce qui me paraissait comme quelque chose, bon, enfin, je savais bien que j'avais assisté à ce séminaire avec Jean-Robert d'ailleurs, dans les années 89-90, mais je n'avais pas réalisé, ce qui m'a apparu rétrospectivement, c'est que nous nous occupions donc de cet objet qui était l'Union soviétique. Chacun travaillait sur des petits bouts de quelque chose. Jean-Robert faisait l'écologie, moi je m'occupais du Caucase, ou bref, enfin chacun avait son sujet, mais tous on était rassemblés autour de Carrère-Dancos, et on ne saisissait pas que l'objet que nous étudions était en train de s'effondrer sous nos yeux. Voilà. Et donc, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur, en fait, cette incapacité que nous avons de saisir les grandes lignes des événements historiques qui se déroulent sous nos yeux. Bon, et voilà, et c'est finalement aussi ce qui est arrivé à Gorbatchev. Il n'a pas compris, lui aussi, que... en tout cas dans les 2 dernières années, que l'Union soviétique allait s'effondrer. Et personne ne l'a prédit. À vrai dire, il n'a pas été spécialement aidé. Je vous ai dit, en fait, personne n'avait prédit la chute de l'URSS, pas même Hélène Carrère-Dancos, qui dans son fameux Empire éclaté parle en réalité de toute autre chose qu'un empire qui éclate, puisqu'elle étudie la question des républiques musulmanes en URSS, et elle s'intéresse au différentiel des dynamismes démographiques des républiques musulmanes. Alors certes, ça peut peut-être laisser penser que ces républiques musulmanes vont peut-être faire éclater l'Empire, mais enfin, l'Empire éclaté, c'était surtout un titre d'éditeur. Donc en fait, j'ai assisté, sans le comprendre, à l'effondrement donc, de ce système soviétique. Donc je me souviens très bien, le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan, enfin ces enchaînements d'événements.
mais qui pour autant ne formait pas le tableau général. C'est-à-dire, en fait, aucun d'entre nous n'avions la capacité de voir tout ce qui allait se produire par la suite. Mais ça m'a quand même, ça m'a quand même intéressé de faire appel à mes souvenirs de cette époque-là. Et alors, les deuxièmes type de souvenirs auxquels je veux me référer, c'est que de cette même époque, donc les années 88-89, datent, mais pas tout à fait premiers, mais enfin disons, oui, on peut dire mes premiers contacts de l'âge adulte avec le système soviétique. Puisque à ce moment-là, puisque j'avais choisi un sujet qui concernait le Caucase par facilité linguistique, familiale, etc., et aussi parce qu'il se produisait des événements tragiques au Caucase et plus spécialement en Arménie, puisque en Arménie, en décembre 1988, il y a eu un terrible séisme qui a eu lieu dans la ville, enfin dans l'épicentre était la ville du nord de l'Arménie qui s'appelle Spidak, et ce séisme, comme tous les tremblements de terre, a été l'occasion de révéler évidemment les faillites du système, les faillites, la corruption dans le système de la construction, le fait que les matériaux dans les immeubles qui s'étaient effondrés comme des châteaux de cartes sur les gens en faisant plus de 100 000 morts, ce château de cartes, ces immeubles étaient construits avec du sable parce que les matériaux de construction étaient détournés sur les chantiers, etc., etc. Donc il y avait évidemment là l'occasion tragique d'un révélateur. Ajoutons à cela que l'Arménie, au même moment, était aussi déjà en pleine crise avec l'Azerbaïdjan voisin à propos du Karabakh, et donc déjà la guerre du Karabakh avait commencé. Donc tout ça, ça m'a quand même déterminé à évidemment choisir le Caucase comme objet d'étude et à me précipiter dans un avion gros porteur d'une mission humanitaire qui était envoyée au secours là, des victimes du séisme. Je ne sais plus très bien, quelque part comme janvier 89. Donc j'ai parlé de 90, donc ça devait être janvier 1989. Et donc j'ai débarqué, toujours pour les besoins de l'écriture d'un mémoire pour Madame Hélène Carrère-Dancoste dans ce cycle d'études soviétiques. Je me suis retrouvée voilà, dans ce Caucase, dans cette Arménie soviétique, en pleine crise pleine crise post-perestroïka, post-séisme, post-tout, enfin, c'est-à-dire dans vraiment le cœur du chaudron. Et là, c'est un peu pareil, je ne connaissais pas le système de l'intérieur, j'avais été une fois enfant, bon, ça remontait très loin, et je découvre cette Union soviétique dans un moment crucial, et là, c'est pareil, je ne réalise pas qu'en réalité j'ai un très bon angle d'observation, parce que l'Arménie c'est peut-être tout petit et c'est peut-être marginal dans le système soviétique de l'époque, mais il se trouve que quand même cette mission humanitaire avec laquelle j'étais partie dans le cadre de Médecins du Monde, c'était Médecins du Monde qui avait délégué ça, enfin j'avais réussi à me faire embarquer comme logisticienne, quelque chose comme ça. Enfin, bon, je suis effectivement allée trier des cartons de chaussettes, je conduis des espèces de camions, enfin je fais des petites choses comme ça, mais surtout, malgré tout, moi j'avais aussi pour objectif d'essayer de comprendre ce qui se passait. C'était pas non plus si facile que ça, de ces journées, c'était quand même encore l'URSS. Et donc, je n'ai pas compris qu'en fait je vivais un moment typiquement gorbatchevien, parce que c'était en réalité la première fois depuis les années 20 que l'Union soviétique s'ouvrait à l'aide internationale. Il n'y avait pas eu d'ouverture à l'aide internationale depuis
depuis depuis l'aide du Nearest Relief, vous voyez, après la guerre civile et le début de la famine au début des années 20. Donc c'était la première fois, et en effet, l'hôtel Intouris qui s'appelait l'hôtel arménien, qui se situait sur la place Lénine, il y avait encore Lénine à l'époque, s'est transformé en une espèce de tour de Babel de toutes les organisations humanitaires de la planète se trouvaient là. Enfin, c'était vraiment un spectacle assez incroyable que les représentants de cette aide internationale. Et pourquoi ça? Parce que pour la première fois, donc Gorbatchev avait donné l'autorisation de l'ouverture. Mais là, encore une fois, peut-être une initiative dangereuse, je ne sais pas, mais pour cette catastrophe-là, il a donné cette autorisation. Je rappelle que pour Tchernobyl, il ne l'a pas fait. Tchernobyl étant évidemment l'autre catastrophe, la catastrophe nucléaire intervenue en 86, et pour laquelle l'appel à l'aide internationale ne s'est pas produite, et bien au contraire, puisque vous vous souvenez qu'il y avait eu cette histoire de nuages et finalement d'omerta sur toute la question au contraire de la non-diffusion de l'événement. Ce qui était déjà, en plus, d'ailleurs, une épreuve pour le fameux slogan de la glasnost, c'est-à-dire de la transparence, de la publicité des événements. Bon, la chose est évidemment une sorte de test. Bref, donc il y avait à ce moment-là, je me suis souvenu que déjà à cette époque, je m'étais quand même rendu compte qu'il y avait vraiment un décalage entre ce qui se passait à Saint-Germain-des-Prés, où effectivement il y avait ce fameux phénomène de Gorbimania, et puis ce qui se passait sur place, enfin là où j'étais, dans un pays qui était quand même très meurtri par des événements politiques tragiques, par un séisme en plein hiver, en plus, en pleine montagne, enfin et un Gorbatchev qui arrive seulement, parce qu'il était lui-même aux États-Unis, je crois, à ce moment-là, qui arrive avec beaucoup de retard sur place, avec Raïssa. D'ailleurs, j'ai mis une photo de ça, parce que ça m'a semblé très important à rappeler. Donc, vous voyez, c'est plutôt avec des photos que je me suis amusée à éclairer des choses que j'avais plus ou moins vues. Gorbatchev se trouve donc très en retard dans la ville de Leningrad, aujourd'hui Gyumri. J'ai mis quelques jours après le séisme, mais je crois bien que c'est une semaine, enfin il faut vérifier. En tout cas, il arrive beaucoup trop tard au regard de la population arménienne, et là vous voyez les gueules hagardes du public, les immeubles effondrés, et Gorbatchev et Raïssa qui sont là au milieu, qui savent, qui portent secours, mais pas plus que ça. Et non seulement, et pas plus que ça, parce qu'en plus de ça, d'ailleurs, quelques semaines après, il fait arrêter les membres, quelques semaines ou quelques jours après, il fait arrêter les membres du comité Khalabar, et donc tente une dernière fois de reprendre la main sur ce mouvement national arménien qui devenait d'ailleurs de plus en plus incontrôlable. Donc voilà, ces événements de 88-89, tels que je les ai vus ou tels que j'en ai entendu parler quand j'étais sur place, etc., moi, m'ont toujours évidemment invité à avoir un regard nuancé, décalé sur ce personnage, et en aucun cas je ne pouvais adhérer, si vous voulez, à la simple Gorbimania occidentale. Donc bon, je ne sais pas, quelle heure est-il? Jusqu'à quelle heure est-ce qu'il faut parler? Non, mais c'est déjà 13 ans que ça... Mais j'en sais rien, on a commencé à 8... Si vous pouvez conclure maintenant... Bon, écoutez, je pense qu'on ne va pas s'épuiser, c'est bien 45 minutes, donc bon, le reste, vous le trouverez dans le livre.
Ce que je veux dire simplement, c'est que bon, à travers ce livre, il y a bien sûr un éclairage personnel. Cet éclairage personnel, il vient pas il vient de mon expérience à moi dans cette époque et des ambiances que j'ai voulu aussi essayer de reconstituer. Et donc bon, on peut peut-être, pour conclure, revenir à la proposition de départ, la fameuse phrase non pas de Gorbatchev, mais de Durosel, tout empire périra, tout empire périra. Donc, selon cet adage, effectivement, donc l'URSS a péri, elle s'est effondrée, elle a perdu un grand nombre de territoires. Mais en même temps, la Russie se situe sur grande partie du continent eurasiatique dont elle est la maîtresse et on pourrait constater aussi qu'elle est le jouet de ce que je pourrais appeler une espèce de fatalisme, de fatalité géographique. Bon, peut-être est-ce que vous trouverez que c'est peut-être une excuse un peu commode de parler de cette fatalité géographique, mais enfin de cette fatalité ou de cette espèce de puissance qui pousse par spasme plus ou moins régulier la Russie à réinvestir pour tout un tas de raisons un certain nombre de territoires qu'elle considère comme étant comme relevant de son périmètre ou de son étranger proche. Enfin bon, il y a eu 1001 formules qui ont été employées depuis au moins une trentaine d'années. Et donc je ne sais évidemment pas ce qui va se passer à l'issue des événements tragiques qui se déroulent aujourd'hui en Ukraine et aussi au Caucase et aussi d'ailleurs en Asie centrale où il se déroule aussi régulièrement des clashs frontaliers. Ce que je peux faire en tant qu'historienne, c'est de noter qu'il y a une certaine dynamique concernant la Russie. Cette dynamique, c'est une espèce d'empire, justement, mais je ne sais pas s'il périt. J'observe en tout cas que depuis la fin du 19e siècle, il n'a fait que... il s'est effondré, puis il s'est reconstruit. Et donc, il y a une dynamique historique qui a fait que les territoires qu'ont perdu l'Empire russe après la révolution de 1917, eh bien, finalement, ont été repris ou à peu près reconstitués par Staline en 1939 avec le pacte germano-soviétique, ou en tout cas à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a eu l'effondrement, puis de nouveau un élargissement même, si on compte les démocraties populaires, etc. Et donc, est-ce que nous sommes dans un nouveau cycle de ce genre? C'est-à-dire l'Union soviétique s'est effectivement effondrée en 1991, il n'est plus resté que la Fédération de Russie, et là d'ailleurs c'est encore un autre problème de comprendre la matrice politique de la Fédération de Russie, où est-ce qu'elle va d'ailleurs chercher ses racines justement jusque dans la période 91-93, mais qui est bon une période complexe que je n'évoquerai pas ce soir. Enfin, en tout cas, voilà. Donc, est-ce que Poutine a pour dessein de récupérer entre guillemets des territoires perdus au moment de la dissolution de l'URSS en 1991, une partie des territoires perdus par l'URSS, tout ou partie des territoires perdus en 1991, c'est justement toute la question, et cette question, je suis incapable d'y répondre. Mais en revanche, on peut bien sûr se dire que ça n'est pas... qu'il y a eu plusieurs séquences historiques déjà depuis 1917 qui ont permis à la Russie, à l'URSS, etc., de reconstituer des frontières impériales. Mais ça n'est en aucun cas une vision vers l'avenir, c'est juste un constat. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Oui, vous dites que Gorbatchev ne connaissait pas le monde extérieur. Cependant, en URSS... Je n'ai pas dit qu'il ne connaissait pas le monde extérieur, je dis pas bien la géopolitique. Oui. Géopolitique. Cependant, il me semble qu'il avait une école diplomatique, des diplomates qui connaissaient bien le monde extérieur. Notamment l'un d'entre eux, dont je citais, qui les diplomates soviétiques, vous voulez dire? Oui, et une école, le MGIMO, qui formait des gens connaissant bien le monde extérieur. Si me le contraste par assez, il y en avait, notamment, je me souviens, il y a un diplomate qui avait dit aux Américains, nous allons vous faire le pire ennemi, vous privez d'un ennemi. Ça prouve qu'il connaissait bien la mentalité américaine, selon laquelle les Américains ont Lavrov était, je ne sais plus très bien à quelle époque, au début des années 90, je crois. Le représentant de l'Union soviétique à l'ONU, je crois qu'il occupait ce poste, enfin il faut vérifier, de l'Union soviétique, de la Fédération de Russie. Il était l'ambassadeur. Pardon ? Il était l'ambassadeur au Conseil de Voilà, c'est ça, oui. C'est ce contraste-là qui me... Oui, mais enfin, très bien, mais ça, les diplomates ne font pas, les diplomates ne font pas la grande politique. Et les diplomates comment dire, sont pas là, ne meublent pas, si vous voulez, les préoccupations de Gorbatchev. Vous avez cité Lavrov est en poste de mémoire depuis 18 ans, et c'est un vrai diplomate de carrière qui semble connaître le monde extérieur. Je peux me tromper. Lavrov, incontestablement, mais Lavrov, il travaille pour Poutine, il ne travaille pas pour Gorbatchev. Non, mais ça veut dire que c'est un diplomate formé qui connaît le monde extérieur. Oui. Parce que je sais qu'il connaît le monde extérieur. Oui, donc, mais il est au service. Non, mais Poutine, il s'intéresse aussi à la géopolitique. Enfin, je pense qu'il a quand même une vision. Je ne pense pas que c'était la préoccupation majeure de Gorbatchev. Il a réellement été naïf vis-à-vis de. Il n'a pas su s'entourer. Pardon ? Il n'a pas su s'entourer. Les gens le connaissaient. Ah oui. Pas su s'entourer. Et probablement qu'il ne les a pas écoutés. Aussi. Oui, naïf. Mais c'est pas très original. Bah oui, malheureusement. Non, mais ce qui est surprenant, c'est qu'un homme aussi naïf, à la tête d'un empire, en fait, soit parvenu au sommet du système. Lui, Bah oui. qu'il soit... parce qu'il ne connaissait pas la... Non, mais alors ça, justement, c'est raconté dans le livre. Bon, il parvient au sommet du système, par toute une série... ça n'est pas une série de hasards. Bon, il y a des choses qui le prédéterminent, beaucoup de choses. Puis il y a aussi les hasards de l'existence et les opportunités qui font que... Parce qu'il est le patron de la région du Kraï, de Stavropol, qui est j'ai mentionné tout à l'heure, une région essentiellement agricole, mais qui comporte aussi dans son flanc méridional une partie du Caucase Nord ou du Piémont caucasien, où se trouvent des tas de dachas ou de résidences thermales où viennent soit soigner leur maladie ou alors où viennent se reposer les membres de la grande... les membres, les dignitaires du Parti communiste. Et donc ça va lui donner tout un carnet d'adresses, notamment faire qu'il va devenir le protégé d'Andropov. Enfin, il y a énormément de choses. C'est toute une série de facteurs, outre la mort quelques années d'intervalle Andropov, Tchernenko, etc. Brejnev, Andropov, Tchernenko. Bon, tout ça, ça le propulse, ça le propulse à la tête de ce parti communiste qui, après tout, avait besoin d'un coup de jeune. C'était absolument pas une mauvaise idée. Je veux dire. Après, c'était la question de la possibilité de réformer le système. Mais ça, des signaux avaient été lancés des tréfonds de la société par la fameuse école de sociologie dite école de Novosibirsk et le fameux rapport de Tatiana Zaslavskaya qui, dans la première moitié des années 80, avait déjà dressé
enfin, le constat qu'il y avait des dysfonctionnements, comme on disait pudiquement, des dysfonctionnements et des ratés dans la société soviétique et suggérait peut-être des moyens d'y remédier. Donc lui, il connaissait par cœur tout ça, le système le système et les dysfonctionnements du système. Ça, je pense qu'il était un absolu connaisseur de tout cela. C'est vraiment, comme je l'ai dit, plutôt la géopolitique et les relations internationales, même s'il avait bien entendu, sans doute, des armées de diplomates extrêmement vaillants, il n'empêche que ça ne suffit pas pour faire ça ne suffit pas pour faire un chef d'État d'une telle ampleur et confronté à une telle situation historique. Alain? Bon, vous avez répondu. Si vous pouvez parler plus fort, parce que Simplement, si je fais le parallèle avec les États-Unis, des présidents des États-Unis ignorant de la carte du monde, il y en a eu. Mais une fois parvenus au pouvoir, ils ont quand même mené une politique dans l'intérêt des États-Unis et sans faiblir, en étant au départ pas très malin sur le plan international. Et là, sauf que mais alors la société américaine n'était pas dans le même état que la société soviétique. Fort d'un modèle économique, social qui paraissait incontestable du côté américain. Ouais. Donc je sais pas, peut-être qu'il y avait une part de complet. J'avoue que je ne suis pas entrée dans ces éléments-là de la psychologie de Gorbatchev, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on lit les carnets de Tchernaïev, par exemple, le récit du putsch dans la dacha Zaria à Foros, on voit que il comprend pas ce qui se passe, mais je veux dire, en même temps, je pense que j'aurais été dans la même situation, je n'aurais pas plus compris. Donc, il y a quand même, il y a toujours une part d'incompréhension, si vous voulez. Alors, Guillaume, à partir de ceux qui nous écoutent... Oui, alors moi, pour poser une question personnelle. Vous dites que Gorbatchev était naïf. Vous dites que Gorbatchev était naïf sur les points de vue internationaux. Naïf sur les questions internationales et même nationales sur les nationalités, effectivement, puisqu'à la fin des années 80, c'est ce qui commence à traverser l'Union soviétique. Mais est-ce que ça vient pas aussi tout simplement du fait que le système soviétique cachait tout? À chaque strate, on cachait, on cachait. Si on prend le cas de Tchernobyl, par exemple, et vous en avez parlé, il découvrira bien tard ce qui s'est passé à Tchernobyl, parce que ça, il découvre 3-4 jours après l'incident. Donc c'est bien normal, puisque ça sera caché si longtemps à l'international. Enfin, bien tard, je veux dire que... Le premier vrai rapport qu'il y aura en entier sur ce qui se passe à Tchernobyl, c'est 4 jours après. Quand on voit l'ampleur des dégâts, alors que sur place, en Ukraine, ils savent déjà ce qui se passe, le fait est qu'on cache à Gorbatchev et à la tête au Politburo, justement, est-ce que le problème n'est pas juste là, à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de tous les engrenages de l'Union soviétique, où on cache, ce qui fait que ça pourrait expliquer sa naïveté, entre guillemets, à l'international. Si on lui cache les rapports, et justement on lui cacherait les rapports diplomatiques sur ce qui est en train de distant l'Union soviétique, ça pourrait être une explication qui semble peut-être presque plus logique qu'une simple naïveté d'un personnage qui... Non, mais bon, naïveté, je veux dire, Enfin, c'est vous qui avez dit naïveté. Non, oui, je sais pas. Vous le dites. Ignorance. Bon, enfin, oui, bien entendu. Bon, enfin, c'est toujours la même chose. Le souverain est-il informé de ce qui se passe? Il n'y a pas que l'Union soviétique. Même Poutine, ça peut donc, bon, voilà, on peut appliquer... Non, mais vous avez tout à fait raison. On peut appliquer ce précepte à toute position de souverain, surtout de souverain un peu despotique, dans un système qui était quand même un système dur, enfin, je veux dire, avec un parti unique. Enfin, il faut rappeler, comme ça, tout ça, c'était quand même pas non plus si sympathique que ça. Bref, donc, non, mais je veux dire, c'est quand même vrai. Voilà. Donc, mais quand même, il y avait un contraste. Donc, je répète, je suis persuadée qu'il y avait quand même un contraste entre sa connaissance du système de l'intérieur et
et sa compréhension de la géopolitique mondiale. En cela, d'ailleurs, il était aussi, ça fait partie des aspects du livre, moi, j'ai pris plaisir aussi à le décrire dans sa relation de couple avec Raïssa, parce qu'il formait un authentique couple, enfin un authentique couple en ce sens, un authentique partenariat. Et ce partenariat l'a servi dans le domaine politique, puisqu'en fait elle était quand même universitaire, Raïssa. Elle avait même eu le droit d'entreprendre une thèse, ce que Gorbatchev n'a pas fait, parce que lui, soit qu'il n'ait pas été considéré comme assez doux, enfin il n'avait pas de toute façon tellement de goût pour la spéculation intellectuelle. Mais Raïssa, elle s'est lancée dans une thèse, dans une discipline qui n'existait quasiment pas en Union soviétique, qui était d'ailleurs interdite d'existence, c'était la sociologie. La sociologie n'était pas une science marxiste, puisque la sociologie était une science bourgeoise du 19e siècle européen. Bon, enfin bref, donc la sociologie n'avait pas pignon sur rue, sauf à partir justement des années 60 ou 70, où là, timidement, ils ont commencé à faire de la sociologie. Et elle a choisi fort opportunément un sujet de thèse sur la sociologie des entreprises collectives, c'est-à-dire des kolkhozes et des sophroses, dans la région de Stavropol, ce qui leur a permis, elle, de faire son terrain de thèse en botte et dans la boue, en allant voir les gens du kolkhoze, et lui, de faire sa carrière politique, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des gens, etc. Ça, il avait un vrai talent, un vrai talent d'animal politique, comme on en connaît, c'est-à-dire quelqu'un qui va vers les gens, qui fait des discours, qui prend en compte les problèmes de la communauté, etc. Et donc il a un peu comme un homme politique occidental va à la campagne, ils ont fait exactement pareil. Enfin, va à la campagne pour faire campagne, c'est la même chose. Raoul. Moi j'ai deux questions à vous poser. Oui, Pardon. on respecte un peu de... Après Raoul, je passe la parole et après vous. Moi je pense qu'il y a deux choses qui apparaissent. Il y a une énorme corruption qui est due au régime, c'est-à-dire qu'un régime qui est solide avec parti unique, mais la corruption était immense. Et puis il y a toute une partie de la population qui est indifférente à ce qui se passe, qui survit tranquillement, qui se moque de tout. Vous parlez de l'époque ou d'aujourd'hui ? De l'époque. Ce qui est quand même si... Alors c'est vrai que moi, je suis d'accord avec vous, il était naïf. Quand il y a la dissolution du pacte de Varsovie, il ne demande pas la contrepartie pour l'OTAN. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien. Et qu'on retrouve aujourd'hui, qu'il y a une difficulté aujourd'hui. On retrouve, pardon ? Une difficulté aujourd'hui. Oui. Il y a eu là d'écrit quand même. Quand on fait des choses, on écrit qu'il y ait des traces. Ça, je suis d'accord avec vous. Par contre, ce qui est le problème de Gorbatchev, je pense qu'on ne peut pas le comprendre si on ne comprend pas pourquoi Helsinki arrive. Parce que il y avait les vieux crocodiles qui ont essayé de faire le coup d'État, qui étaient dépassés, mais le problème qui se pose, pourquoi c'est Helsinki qui détruit, c'est Helsinki qui détruit tout le système. Pourquoi il n'y a pas eu une... Non, mais il ne détruit pas le système. Il ne détruit pas le système. Helsinki, il fait venir les Chicago Boys, il casse tout le système avec une rapidité en général. Quand on casse trop rapidement, on fait des choses irréversibles. Mais ce qui est dur à comprendre aujourd'hui, c'est quand on pense à Gorbatchev, pourquoi à la chute de Gorbatchev, il n'y a pas un système politique qui reprend le manche pour restructurer le système. On a des choses qui s'effondrent par paquet, c'est un château de cartes qui s'effondre par paquet. Pourquoi un système politique ne... Qu'il n'y ait pas un système politique. Quand Gorbatchev est éloigné du pouvoir, on aurait pu imaginer qu'il y ait une tendance politique qui reprenne les choses en main, qui restructure le pays. Ça ne s'est pas passé. Ça s'est passé. Il y a eu... c'est justement ce que raconte l'épisode de la tentative du putsch d'août 1991. Et puis ensuite, il y a le putsch dans le putsch, à l'arrivée de Yeltsin. C'est ça. Le putsch dans le putsch, Yeltsin, et puis ensuite la séquence qui va aller jusqu'en 93 et la naissance de la Fédération de Russie. Ça va quand même se faire. Hein.
Oui, mais la société est traversée par des courants. Quand Helsinki fait venir toute cette culture libérale américaine qui va, elle, structurer le pied, il n'y a aucune résistance en face. Ça s'écroule complètement. Et on le verra dans tous les anciens satellites, ça se passera exactement pareil pour l'Allemagne de l'Est. Tout s'effondre à une vitesse extraordinaire une fois que ça a commencé. Oui, ben ça c'est le moment des années 90. Bon, ça va durer, enfin s'agissant de la Russie, ça va durer une décennie, mais après il y a quand même une espèce de réaction. C'est une remarque, oui, je peux pas, j'accepte votre remarque, je la discute. Non, mais je veux dire, il n'y a pas le fait que Gorbatchev soit naïf, il y a un système qui est à bout de souffle, qui est complètement, il n'y a pas de ressort pour repartir. Il y avait quelque chose, et je pense que si Gorbatchev prend le pouvoir, il a devant lui des contradictions qui sont insolubles à résoudre pendant tout le temps qu'il sera là. C'est ce que je pense. Hein. Donc c'est pas un problème de naïveté à mon avis, c'est que... oui, bien sûr, on peut considérer à ce moment-là que le système allait s'effondrer de toute façon. Quand on a voyagé, moi j'ai voyagé dans les années 85-87, on voyait... Où ça? Quand ça? 85-87. 87? Ouais. Et on se doutait qu'il se passait quelque chose. Hein. Plus rien marchait. Plus rien ne marchait. Et la corruption était à un niveau extraordinaire. Ben, bien sûr, c'est la survie. Dit autrement, il y avait des camarades qui étaient plus camarades que certains camarades. Et en général, ils avaient un chat. Et quand le mur est tombé à Berlin, le mur de Berlin, qu'on a vu les résidences des dirigeants est-allemands, je disais vraiment, il y a des camarades qui ont eu la belle vie par rapport à des camarades qui ont ramé en bas. Et c'est ça qui se passait. Corruption en haut, les élites. Oui, c'est ça qui s'est passé. Le système était mort depuis très longtemps, il était mort, à mon avis. Et Gorbatchev a essayé de faire quelque chose pour sauver les meubles. Il y a une question de moment historique aussi. Oui. Qui fait que ce qui a succédé comme système ou anti-système économique, c'est en relation avec ce qui s'est passé à l'Ouest, avec le reaganisme et le thatcherisme. Ce qu'on leur a donné, c'est ça, parce que c'était la pensée dominante de notre côté. L'URSS se serait effondré en 1960, ça n'aurait pas du tout été la même chose. Et économiquement, on aurait tout fait pour maintenir un système d'entreprise nationale, etc. Là, la phase historique était celle-là. Et donc, il ne faut pas s'étonner non plus, même si on peut regretter ce qui s'est passé, l'application de politiques ultra-libérales à la Russie, c'était difficile de résister à ça, dans la mesure où il n'y avait pas de pensée alternative en économie, notamment en Russie à cette époque-là. Il y avait des résistances, mais elles étaient elles n'étaient pas fortes du tout. Moi, j'étais un peu en Russie en 93, en 94. Effectivement, il n'y avait pas très peu de résistance à ce qui se passait. De toute façon, l'effondrement était tel, il était à tous les niveaux de la société. C'était une dislocation régionale aussi. On pouvait se demander à l'époque si même la Russie allait continuer à garder son unité. Parce que Saint-Pétersbourg, etc., tout le monde allait de son côté avec ses propres équipes. Et puis il y avait l'effondrement économique qui était là. Donc, pas de possibilité de reprendre un certain nombre de choses de l'ancien régime, ce qui se fait dans toutes les révolutions d'ailleurs. Là, c'était très difficile. Je parle sur le plan des structures économiques.
c'est comme la Révolution française. Hein. Dans 5 siècles, on se demandera encore pourquoi et comment l'Union soviétique s'est effondrée. C'est un débat interminable, passionnant. Mais, oui, le livre, d'ailleurs, selon moi, il y a toujours... Enfin, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de livre majeur qui a été écrit sur la chute de l'Union soviétique. Enfin, il y a des choses qui ont à voir avec ce thème, mais un livre qui nous expliquerait... Bon, enfin, c'est comme la chute de l'Ancien Régime ou la chute de l'Empire romain, d'ailleurs. Enfin, bon, c'est... l'imbrication des causes, l'enchaînement des faits, tout ça, c'est inextricable. Le système était déjà mort. Oui, mais qu'est-ce que c'est un système mort ou vivant? C'est quoi le vivant? C'est quoi? C'est un système efficient, mais est-ce que efficient économiquement, socialement, comment? Parce qu'en fait, finalement, aujourd'hui, il y a des tas de gens qui se souviennent, pas des années 80, hein, mais des années 60-70 comme une période heureuse. De l'Union soviétique. C'est juste les années 40. Donc c'est les années 80 qui sont les années problématiques parce que enfin donc voilà, il vous dirait à l'inverse, vous dites qu'il y avait la corruption. Certes, il y avait la corruption, mais d'autres diraient on avait nos appartements et puis on travaillait pas beaucoup, puis on avait le gaz gratuit, puis on avait l'électricité gratuite, et puis il y avait l'école, et puis il y avait le conservatoire, et puis il y avait le ceci, le cela. Finalement, il y avait quand même un mode de vie. Et puis si vous n'étiez pas en Russie, par exemple au Caucase, il y avait plein de, je sais pas, enfin des fruits, des légumes, enfin on se débrouillait pour trouver à manger, etc. Certains vous diront qu'ils étaient très heureux dans les années 60-70. Là où effectivement ça s'est gâté, c'est les années 80. C'est pour ça que le souvenir de Gorbatchev est allié à cette évolution. Mais les années 70 n'ont pas laissé un souvenir malheureux. Ma première question, c'est sous l'ère Gorbatchev, sur le plan intérieur, est-ce que le carcan bien connu du système soviétique répressif des libertés individuelles, est-ce que ce carcan s'est un peu élargi à l'époque de sa jeunesse? Oui, oui, parce qu'il est jeune dans la période post-stalinienne. Oui, donc je vous pose cette question parce que j'ai été très impressionnée par l'émission qu'il y a eu sur Arte, où il y a eu cette fameuse interview de Gorbatchev. À laquelle extraordinaire. Vitaly Vansky, le film. J'ai fait. C'est pas un film, c'est une interview. C'est une interview qui fait à peu près 1 heure, qui est absolument extraordinaire. Alors là, il a été interviewé, il est mort en août, il a été interviewé un an ou deux avant sa mort. Et là, on voit un homme évidemment très âgé, affaibli par la maladie, mais extrêmement humain. Mais extrêmement humain, sympathique. Oui, ça c'est ça. Quel bonhomme extraordinaire. Bon. Et 2 choses m'ont frappé, c'est sa gentillesse, son humanité, l'influence de sa femme, parce que Raïssa, il a parlé de Raïssa la moitié de l'interview, en disant que s'il n'avait pas été là, il n'aurait pas été. Oui, c'est ce que je vous disais. Etc. C'est ce que vous avez dit. Donc je me demandais aussi quelle avait été l'influence de sa femme dans sa vision politique. Quelle avait été l'influence de sa femme. Et deuxièmement, sur le plan intérieur, est-ce que l'opposition a été un peu moins muselée? Est-ce que les gens avaient un peu plus la parole? Enfin, mais quand? À l'époque de... Dans les années 80. Les gens avaient forcément plus la parole, ça c'est évident, parce que c'est l'époque, la perestroïka, la glasnost va quand même libérer la parole dans la presse et dans les médias. Et ça, j'ai pris quelques exemples de ça. Enfin, je veux dire, la parole est d'ailleurs tellement libérée qu'il se passe un mouvement analogue au cahier de doléances, en fait. Hein. C'est reproduit dans la presse, chacun vient parler de ses problèmes, etc. Et ça, c'était totalement inédit, puisque auparavant, il n'était pas censé y avoir de problème en Union soviétique. Donc ça, réellement, cette libération de la parole a réellement eu lieu. Il y a eu un changement
paysage médiatique, ce qui était rigide, codé, va se transformer dans ces espèces d'échanges de plateaux, enfin des choses complètement inédites pour le système à cette époque. Donc j'en donne quelques exemples de ces modifications, mais vous avez des ouvrages là-dessus. Pour la libération de la parole, oui, c'est pour ça que l'affaire de Tchernobyl, justement, n'est pas rendue publique, mais pour des raisons qu'on a indiquées tout à l'heure, mais ne rentre pas justement dans cette sphère-là. Et la deuxième question, c'était le rôle de Raissa. Son rôle est très grand. Alors bon, il faut dire quand même que j'ai écrit ce livre très vite et je n'ai pas forcément exploré tous les aspects de leur coopération, mais j'en ai indiqué un, c'est-à-dire le début de cette carrière politique qui se fait avec la thèse de Raissa d'un côté sur la sociologie des kolkhozes et Gorbatchev dans le kolkhoze faisant ses affaires politiques. Par la suite, on sait qu'elle l'a conseillé dans des tas d'aspects. Elle l'avait... je ne sais plus très bien quand est-ce qu'elle est morte, mais elle lui avait déconseillé de se présenter. Après, dans les années 90, il s'est présenté aux élections de 1996. Ça a été un véritable camouflet. Il a eu 0, je sais pas combien % des voix. Elle a très mal... Je crois que... Là, vraiment, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois qu'elle était encore vivante à ce moment-là. Et qu'elle a très très mal supporté ça, de même qu'elle avait très mal évidemment supporté la chute de l'Union soviétique. Enfin bref, cette femme qui donnait le change, qui était vantée pour sa beauté, sa coquetterie, etc. En fait, s'est laissée mourir quelque part, probablement. Probablement, elle n'a pas supporté, parce que c'est quand même une humiliation fantastique quand même pour lui, pour le couple, enfin, c'est quelque chose de complètement invraisemblable ce qui leur est arrivé. Donc, elle est partie bien plus tôt que lui, et je pense aussi, cette maladie, en tout cas, était sans doute liée à cette... c'est mon interprétation, en tout cas. Elle est encore vivante, elle est morte en 99. Et liée à cette espèce de catastrophe qu'ils n'ont pas pu empêcher. Qui veut intervenir ? Je voulais juste faire une petite intervention par rapport à revenir un peu sur la soi-disant naïveté de Gorbatchev. Bon, j'avais lu pas mal de choses, mais c'est vrai, le documentaire qui est passé, c'est assez intéressant de le voir parler, parce que lui-même disait à plusieurs moments qu'il était confronté à une situation où à chaque fois qu'il manipulait quelque chose, il n'y avait absolument rien derrière, quoi. À un moment, le journaliste le reprochait de ne pas avoir préparé sa succession, et il disait dans ce reportage, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne sur qui s'appuyer. Et ça me faisait penser à des dirigeants que j'ai eu l'occasion de côtoyer, même s'ils sont un peu âgés, de Tchernobyl au moment de l'accident, qui étaient donc à des postes de responsabilité, qui avaient bien compris qu'il se passait quelque chose de très grave, et que pendant 3-4 jours, le système disait tout va bien, et que même eux, à des postes importants, ne pouvaient pas aller contre ça. Donc organiser des défilés, des fêtes avec des enfants, alors qu'ils savaient qu'il y avait de la radioactivité partout, à Tchernobyl même. Et c'est un peu cette incompréhension, je pense, qu'a eu Gorbatchev. Et moi, après le documentaire, je me dis, c'était un parfait, je dirais, liquidateur de syndic, mais dans une situation que même lui ne pouvait pas espérer. Et imaginez, c'était pire que ce qu'il pensait en effet. Il me dit dans le documentaire, il savait que ceci, que cela, ça n'allait pas. Et c'était bien pire que ce qu'il avait. Et je pense qu'il suffit d'aller dans les pays de l'Est, de voir, par exemple, si on prend l'exemple de l'Arménie, que ça se fait au moment du tremblement de terre, ce qui se disait dans la diaspora arménienne, c'est de dire qu'il faut qu'on aille les aider parce que l'Union soviétique a dit qu'ils ne pouvaient rien faire. C'était ce qui se disait dans la diaspora à l'époque. Et quand on va en Arménie et qu'on voit tous les sites industriels, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu ce qui se passe en ce moment en Ukraine, c'est que les Russes, finalement, volent tout, prennent tout, ils n'ont rien laissé. C'est quand même sidérant de voir le nombre de sites industriels en Arménie, mais en Géorgie, il y a le même genre de choses, où il y a des bâtiments, oui, il faut rentrer dans les bâtiments, il n'y a plus rien. Alors que vous allez en Arménie, en Géorgie, c'est pareil. Si vous allez, par exemple, je dirais à Longwy,
En dehors des sites qu'on a récupérés parce qu'on ne voulait pas des friches industrielles, vous avez les anciennes usines, il y a encore plein de matériel. Des trucs qu'on ne va pas enlever, hein, au fourneau, vous ne pouvez pas le démonter comme ça. Et ce qu'il y a de surprenant en Russie, je pense, à côté de. Pas loin de, je pense, à Caplion, où il y avait des sites minéralogiques, où normalement il y avait des hauts fourneaux, ils ont tout emmené. Dès les années 95, il n'y avait plus rien. Les Russes sont partis, ils ont tout emmené. C'est vraiment le significatif de ce que tu disais, un système complètement corrompu, qui prend tout, qui part avec tout. Je ne suis pas sûre que ce soit les Russes qui ont tout emmené. Il y a plein de... Bon, je pense que ce qui m'intéresse... Il y a plein de... C'est comme ça que se sont formées les oligarchies locales, et c'est justement la déprédation sur le matériel. Mais si, il y a bien des oligarchies qui se sont formées malheureusement partout, en Ukraine, en Arménie, en Géorgie, partout. Et c'est aussi parce qu'ils ont mis la main sur le... Bon, enfin, on ne va pas se rentrer dans ça. Je veux dire, qu'ils ont mis la main sur une partie du cheptel industriel. C'est pas forcément les Russes qui sont venus chercher tout ce qu'il y avait dans toutes les usines de tout le monde. Ça, j'y crois pas. Hein. Ils sont partis avec. J'ai vu des films, des reportages qui avaient été faits à l'époque, de mauvaise qualité, où on voit littéralement les Russes qui partent avec des trains, qui chargent des trains avec le matériel des usines. Oui. C'est quand même assez sidérant, quoi. Ils auraient pu laisser des infrastructures pour permettre, je dirais, aux anciennes États périphériques de s'en sortir. Ils ont tout fait pour pas que ça soit possible. C'est assez intéressant. Ouais. Leur savant, c'est encore une question. C'est pas une question, c'est un point de nuance. L'intervenant dit qu'on pense qu'en Marcy, les années 80, l'URSS a remporté une série de succès sur le plan international dans la décennie précédente, avec effectivement la victoire des partis qu'elle soutient en Asie, le Vietnam en 1975, l'Afrique en Angola, au Zimbabwe, et en Amérique latine, le Nicaragua. Dans cette dynamique. C'est justement lui a tendance à nuancer toute la noirceur qu'on a pu donner. Et je en rajoute. L'URSS intervient aussi en Afghanistan, effectivement, et vous en parlez. Cette intervention va s'enliser, mais on voit aussi que l'armée soviétique, il me manque un morceau là, il va falloir rajouter quelque chose. En gros, effectivement, l'intervenant dit que faut peut-être faut être un peu nuancé justement sur les propos qu'on a pu tenir ce soir sur les années 80 et l'URSS, effectivement, que Raoul a pu présenter comme très corrompu, ce qui n'est pas foncièrement faux, mais l'État tenait encore, puisque pour tenir aussi longtemps, il faut qu'un État soit assez solide, bien que plus personne n'arrive. Oui, vous avez un commentaire Non, mais écoutez, je vous laisse le mot de la conclusion. On va brièvement, une tentative d'explication, c'est que dans tous les régimes autoritaires, aux échelons inférieurs, on a tendance à se couvrir, à ne pas vouloir dire la vérité pour ne pas déplaire si on veut faire carrière. C'est une hypothèse que je formule. Vous pensez, pardon, que dans tous les régimes autoritaires, à Finistrat, il y a bien sûr, oui. Les gens pour faire carrière, ils ne disent pas la vérité. Et plus la vérité, plus on monte dans la hiérarchie, moins on dit les choses telles qu'elles sont. Et ça, je pense, c'est une hypothèse qui n'est pas forcément exclusive de l'URSS. D'une hypothèse, je formule. Les choses telles qu'elles sont, mais la question c'est les choses telles qu'elles sont. Qui vous dit les choses telles qu'elles sont? À propos de quoi? Les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire, admettons, je dis, une centrale atomique, c'est très difficile de savoir quel est l'état des choses. On dit que Andropov connaissait bien l'état réel de l'Union soviétique. Alors c'est pour ça que j'ai fait un formule des hypothèses, c'est tout. Une hypothèse, c'est tout. Justement, c'est Andropov qui met Gorbatchev en scène. Donc, lui, paraît-il, connaissait bien l'état réel de l'Union soviétique. Et donc c'est peut-être cela qui l'amène à faire ce constat de la nécessité des réformes et à répondre, vous voyez, donc il y a cet enchaînement. Chers amis, on arrête cette réunion. Notre invitée, j'espère qu'elle acceptera de revenir nous présenter son livre sur le grand jeu. Oui, attendez, il n'est pas fini. Dès qu'il sera fini et publié. D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup.